Bonjour à tous, on se retrouve pour un cours dédié spécialement au BTS NDRC et à leur notion de réseau de distribution. C'est parti? Alors, on rappelle ici que la distribution, c'est un des 4 piliers du plan de marchéage et que c'est un facteur clé de succès pour les entreprises. Et surtout, l'essentiel, c'est que la distribution, c'est le moyen d'atteindre les clients. Sans client, pas d'achat, sans distribution, pas d'accès aux clients, pas d'achat. Donc c'est un élément extrêmement important du plan de marchéage. Alors, en premier, on va s'intéresser au réseau de distribution. Quels sont les réseaux qui sont présents dans notre pays et quels sont les principaux réseaux de distribution, quels sont leurs modes de fonctionnement dans les grandes lignes. C'est parti? On redémarre avec cette notion de réseau de distribution et on va commencer, comme souvent, par le définir. Alors, un réseau de distribution, c'est un ensemble de lieux physiques ou virtuels. Donc, le net entre, c'est pas un moyen de distribution, qui va servir à commercialiser des produits ou des services à destination du consommateur. Donc l'idée, c'est bien d'être dans un réseau, donc c'est bien un ensemble de, lieux physiques ou virtuels qui vont amener le produit ou le service jusqu'au consommateur. La spécificité d'un réseau de distribution, c'est que la fonction de gros et la fonction de détail sont imbriquées, elles sont ensemble. Je reprécise, la fonction de gros, on l'a évoqué déjà, c'est la fonction de grossiste, c'est ce qui permet donc au distributeur d'acheter des produits en grande quantité. Et la fonction de détail, il s'agit de vendre ici au détail, donc à l'unité, c'est ça l'idée, à l'unité ou quelque chose d'équivalent au consommateur final du produit. Donc dans une notion de réseau de distribution, la fonction de gros, les achats en gros et la fonction de détaillant sont imbriqués dans un seul et même réseau. Pour être un réseau de distribution, la littérature marketing considère qu'il faut au minimum 10 points de vente pour être un réseau de distribution. On poursuit avec les fonctions du réseau de distribution. Je vous ai fait un petit distinguo entre le produit et le service. C'est plus complexe pour le produit. On va d'abord avoir une première fonction du réseau de distribution qui est de centraliser la négociation vis-à-vis des fabricants, des producteurs, et de donc centraliser la fonction achat. Ce que va également apporter un réseau de distribution, c'est une centralisation et une organisation du transport de marchandises vers des entrepôts de stockage, puis vers les points de vente. Donc, le réseau de distribution va apporter donc un outil et de l'aide aux distributeurs, aux détaillants sur la fonction de stockage. Je rappelle que un supermarché, un hypermarché, c'est plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de références. Et donc, avoir cet appui pour la fonction de stockage et la fonction de transport de marchandises, c'est un appui extrêmement important. Et enfin, les fonctions du réseau de distribution sont également un soutien au financement à l'achat de ces stocks, puisque, on revient au début, eh bien, il y a eu une centralisation des négociations avec les fabricants et une centralisation de la fonction achat. Pour un service, c'est plus simple. La tête de réseau va concevoir des offres, des services adaptés et va les transmettre aux agences pour qu'elles puissent
les commercialiser et les vendre. Quel est l'intérêt quand je suis commerçant eh bien, d'appartenir à un réseau de distribution? Eh bien, la première idée, c'est qu'à plusieurs, on est plus fort pour négocier avec les fabricants, mutualiser les moyens et développer. Je vais reprendre, négocier avec les fabricants. Euh, si on est un tout petit détaillant dans sa ville ou dans son village, on aura beaucoup moins de facilité à obtenir des prix attractifs. Si on achète en petite quantité, on achète plus cher. Donc, si on est un grand réseau de distribution, on va pouvoir amener notre force pour distribuer des produits dans des centaines ou des milliers de points de vente, eh bien, on va avoir une plus grande capacité à négocier avec les producteurs, les fabricants. Et si on négocie des prix plus intéressants, ça va nous permettre soit de proposer à nos clients des prix plus compétitifs, soit nous permettre à nous de préserver notre marge en tant que distributeur. Soit un peu des deux. Ça, c'est pas complètement exclusif l'un de l'autre. Mutualiser les moyens, eh bien, vous le savez, hein, quand on est à une certaine échelle, eh bien, on va avoir à une certaine taille critique, on va pouvoir réaliser des économies d'échelle. Donc, en grossissant, on va faire des économies. Et puis, on va développer la notoriété et l'image de marque. Si nos points de vente et nos clients rencontrent notre enseigne et notre image de marque partout où ils vont, eh bien, on va développer une meilleure notoriété et ils viendront plus spontanément dans notre point de vente plutôt que chez les concurrents. Alors, les différents types de réseaux qui existent, je vous ai ici préparé une infographie qui vient d'Alternative économique, qui date un petit peu, mais qui n'a pas dû tellement changer. Donc, selon Alternative économique, le commerce associé représente 39% de la distribution, le commerce intégré 45% et le commerce isolé seulement 16%. Le commerce isolé, on l'appelle également le commerce indépendant. Alors j'en profite pour définir ce qu'est un réseau intégré. Donc un réseau intégré, c'est un réseau de distribution qui appartient à une seule et même entreprise. Cette seule et unique entreprise va donc avoir la fonction de grossiste, d'accord, et la fonction de détaillant, avec toutes les étapes intermédiaires, tout ça avec un seul et unique propriétaire, une seule entreprise propriétaire. Donc, je vous cite quelques marques: Ikea, sur un modèle intégré, Decathlon, Monoprix, Auchan. Tout ça, ce sont des réseaux intégrés. Ce sont des réseaux qui sont centralisés et donc tous les magasins leur appartiennent et tous les employés qui y travaillent, de la personne qui fait le ménage au gardien ou au directeur, ils sont tous salariés de cette entreprise, quels que soient les niveaux. Dans un réseau associé, c'est pas du tout la même chose. Dans un réseau associé, il s'agit d'indépendants qui ont choisi de s'associer pour se regrouper et avoir un développement stratégique commun. Donc le commerce associé, c'est par exemple Intermarché, les Mousquetaires, ça peut être également Super U, les Centres Leclerc, et il y en a encore plein d'autres d'organismes, de réseaux associés. Il y a plein de formes de réseaux associés. Vous allez avoir une fiche ressource qui va vous détailler les différentes formes du commerce associé. Ici, il s'agit d'un propriétaire d'un point de vente, d'un magasin. Je prends l'exemple d'un magasin U, par exemple. Il est propriétaire de son magasin et il devient adhérent au réseau associé de distribution Système U. Ça permet d'avoir une décision qui est du coup plus locale, c'est-à-dire qu'il a du pouvoir sur son propre magasin et sur ses décisions, et c'est lui qui est l'employeur de tous les salariés
qui travaille dans son magasin. Il va quand même bénéficier de la force du groupe pour centraliser la fonction de gros et la fonction d'achat. Mais il reste indépendant et donc il va apporter son expertise au réseau. Et on a des systèmes de décision qui sont beaucoup plus décentralisés dans les réseaux associés que dans les réseaux intégrés qui sont plus centralisés. Ils ont quand même besoin de définir une ligne stratégique qui soit commune. C'est quand même la tête du réseau associé qui va définir la stratégie du réseau. Les réseaux mixtes maintenant, dans la réalité, c'est pas aussi simple que il n'y a que des intégrés et ensuite il n'y a que des réseaux associés. De plus en plus de réseaux aujourd'hui sont des réseaux mixtes, c'est-à-dire des réseaux composés à la fois de magasins intégrés, de structures intégrées, qu'on appelle des succursales, et de structures indépendantes, donc associées. Ça permet au réseau de cumuler les avantages du réseau intégré, c'est-à-dire une stratégie commune, une meilleure maîtrise du concept, une centralisation de certaines décisions, et puis d'avoir également les avantages du réseau dit associé, c'est-à-dire avoir un terrain qui soit plus souple, avoir un meilleur maillage territorial. Je m'explique. Un maillage territorial, c'est pouvoir avoir des points de vente partout sur le territoire. On va considérer ici que c'est plutôt le territoire français. On va commencer peut-être par un maillage local, une première boutique à un endroit, on va rayonner au niveau régional, puis on va chercher à se développer. Je vous montrerai quelques cartes tout à l'heure. Donc ça permet également d'avoir de la souplesse, de saisir, quand on est au réseau mixte, de pouvoir saisir des opportunités d'implantation sans forcément avoir tous les investissements à supporter par un même réseau. Ouvrir un hypermarché Auchan, par exemple, ça coûte extrêmement cher à l'enseigne. Il faut trouver le terrain, il faut construire le magasin, il faut avoir toutes les autorisations, acheter les stocks, recruter tous les salariés. Donc tout ça, c'est des milliers, des millions d'euros qu'il faut mettre pour pouvoir ouvrir un nouveau magasin. Quand on le fait en associé, eh bien, ça veut dire que quelqu'un vient avec un projet, peut-être déjà un magasin existant, et qu'il veut devenir magasin Auchan. Eh bien, vous voyez que l'investissement n'est pas du tout le même, et c'est le propriétaire indépendant qui va investir dans son propre magasin, ses propres locaux, ses propres aménagements, et acheter son stock. Donc, le réseau mixte est effectivement un élément extrêmement important. Le réseau mixte arrive dans deux situations. Une première situation, c'est le réseau indépendant qui va commencer à développer des choses en propre. On va penser par exemple au réseau des mousquetaires, qui à la base est uniquement un réseau de distribution alimentaire et qui a choisi de se développer en propre en ayant par exemple ses propres bateaux de pêche pour approvisionner leur rayon poissonnerie, ses propres usines pour fabriquer par exemple des crèmes dessert et approvisionner leur propre marque distributeur. C'est un choix. Et on peut également avoir à l'inverse un réseau intégré qui pour se développer va accepter des indépendants dans son réseau. C'est le cas par exemple des supermarchés Carrefour où la plupart des hypermarchés sont encore plutôt en intégré et les Carrefour plus petits, Market ou City, sont plutôt dans des réseaux associés avec un système de franchise. Donc, c'est pas une distinction qui est aussi nette que ça, et retenez quand même que les réseaux mixtes sont de plus en plus importants, et que ce qui était vrai, ce qui peut être un réseau intégré un jour, peut devenir un réseau mixte demain, ou de passer complètement en associé ensuite. D'accord. Alors, n'hésitez pas à grossir ou à faire pause ici, je vous le remettrai. Donc ici, vous retrouvez un schéma qui explicite. Donc un réseau de distribution est toujours composé de la manière suivante. Une tête de réseau. Quand c'est un réseau intégré, la tête de réseau se trouve être une maison mère.
Quand c'est un réseau plutôt associé, c'est plutôt le groupement de détaillants qui est la tête de réseau. Les points communs dans un réseau de distribution, c'est d'avoir une centrale d'achat, un système d'entrepôt et un système de plateforme pour distribuer les produits vers tous les points de vente. Et ensuite, on va avoir donc la différence entre l'intégré et l'associé. Le point de vente, il est propriétaire. Vous avez vu, j'ai tout mis dans la même couleur. La tête de réseau, tout est dans la même couleur, d'accord? Parce que ça appartient à la même société, d'accord? Donc les points de vente ici sont appelés des succursales et ils sont gérés par des salariés. Et puis, les points de vente gérés, c'est des magasins gérés par des indépendants qui sont propriétaires de leurs magasins et qui sont eux-mêmes les employeurs des personnes qui y travaillent. Ça, c'est pour le réseau associé. Maintenant que vous avez bien compris le système concernant les réseaux de distribution, on va parler circuit de distribution. Alors on y va, circuit de distribution, qu'est-ce que c'est? C'est le chemin qui est suivi par un bien ou un service pour aller du producteur jusqu'au consommateur. Il y a différentes catégories d'intermédiaires. Il y a des intermédiaires marchands, ils achètent pour revendre. Il y a des agents, des gens qui passent contrat au nom du fabricant. Et il y a des gens qui sont plutôt relais, qui sont facilitateurs d'opérations. Donc, retenez plutôt des intermédiaires marchands ou des agents. Le choix du circuit de distribution, c'est un choix qui doit se faire, mais qui doit aussi s'adapter, puisque aujourd'hui, les consommateurs changent beaucoup d'habitudes d'achat. On est en phase de changement important suite à l'arrivée d'Internet dans les années 2000. C'est encore c'est ancré dans les habitudes, mais il y a encore des choses qui se développent, notamment autour du M-commerce, du commerce les téléphones. Donc on va choisir un canal de distribution, choisir un circuit de distribution, choisir des canaux de distribution. Donc les canaux, c'est vraiment les différents chemins. Imaginez vraiment un canal où il y a de l'eau qui coule, et il y a différents chemins pour faire différents circuits de distribution. Ce qui va nous influencer, c'est évidemment le prix et les choix de communication, entre autres. Le coût également est très très important puisque le coût de distribution peut représenter 30 à 50% du prix final du produit. Et ce coût, vous savez qu'aujourd'hui, les coûts de transport écologiquement sont très importants, donc les coûts vont continuer à augmenter, notamment les coûts de transport. Donc le choix de son circuit de distribution et le choix de ses canaux de distribution, c'est très important pour les entreprises. Et puis ça engage l'entreprise à moyen ou à long terme. Une fois qu'on a commencé un canal de distribution, c'est un peu parfois compliqué d'en sortir. On analyse les circuits de la manière suivante. On va les distinguer en fonction de leur longueur et de leur nombre de niveaux. Donc ça implique de les représenter de manière un peu hiérarchique comme un organigramme. Chaque intermédiaire supplémentaire représente un niveau. Alors, il y a des circuits de distribution directe de l'entreprise jusqu'au consommateur. C'est par exemple lorsque vous allez marcher et que vous achetez directement votre fromage de chèvre au producteur. On va également avoir des circuits de distribution qu'on qualifie de courts, avec une entreprise qui donne directement à un détaillant. Je reste sur l'exemple du fromage de chèvre. Il y a en bas de chez moi une épicerie bio, et bien le producteur fournit l'épicerie bio en fromage de chèvre et le consommateur va acheter à l'épicerie bio. C'est un circuit court. Le circuit de distribution long, vous imaginez bien qu'on va avoir
des intermédiaires supplémentaires, en premier lieu le grossiste, le détaillant, puis le consommateur. On pourrait avoir en plus ici une centrale d'achat par exemple. Circuit de distribution long. Donc vous avez vu que les circuits, les réseaux de distribution sont plutôt sur des circuits de distribution longs. Quand on a réfléchi aux différents réseaux de distribution que l'on souhaite intégrer ou pas, on a choisi et réfléchi au canal de distribution, on va pouvoir analyser et réfléchir à une stratégie de distribution. Alors, je vous présente la stratégie de distribution intensive. Elle consiste à être présent dans un maximum de points de vente. Il faut qu'on nous voit partout, tout le temps. L'objectif, c'est de vendre un très grand volume de produits ou de services. Typiquement, en exemple, je prendrai Coca-Cola. Stratégie de distribution intensive. Impossible d'échapper à Coca-Cola où qu'on soit dans le monde et quelle que soit son activité. Que l'on aille au cinéma, au restaurant, que l'on aille au supermarché ou tout simplement dans un parc de loisirs, la marque est présente pratiquement partout. Vraiment une stratégie de distribution très intensive. La stratégie de distribution dite sélective maintenant. Eh bien, ici, on va limiter volontairement le nombre de détaillants sur des critères, notamment des critères d'image de marque et de notoriété. L'objectif, c'est de rester cohérent avec le positionnement de la marque. Typiquement, en stratégie sélective, on utilise la parfumerie et la cosmétique. Les enseignes de cosmétiques de type Nocibé ou Sephora ou encore Marionneau sont des distributeurs sélectifs. Ils sont sélectionnés par les marques pour distribuer leurs produits cosmétiques avec des critères de formation, des critères de mise en valeur de produits et des critères d'accompagnement à la vente. L'objectif, c'est de rester cohérent avec le positionnement de la marque. Apple également a une stratégie sélective. Ils ne distribuent pas leurs produits. Il n'y a pas de boutique Apple aux quatre coins des villes. Il y en a quelques-unes choisies, sélectionnées. Et ils sélectionnent également quelques éléments de point. Alors, comment choisir son critère les critères de choix du circuit de distribution, pardon, eh bien, c'est de pouvoir offrir au client le niveau de service qui correspond à sa marque et à son prix. D'accord? C'est de les maîtriser. C'est insupportable pour un certain nombre de marques de retrouver leurs produits dans des canaux de distribution qui ne correspondent pas. Ce serait mauvais pour leur notoriété, mauvais pour leur image de marque et tout à fait inadapté. Il faut maîtriser le rapport entre le coût du produit, le coût du circuit de distribution, le volume distribué, et il faut assurer au client une homogénéité de service, une homogénéité de qualité de distribution. Et puis, dernier élément, il faut s'adapter au processus d'achat du client. Donc là, vous avez un exemple de schéma de circuit de distribution avec les stratégies. On peut ici le faire avec les différents canaux et vous voyez qu'on trouve toujours le consommateur et qu'on trouve toujours tous ces éléments avec les différents intermédiaires. Je terminerai juste pour le fun par évidemment ici les stratégies multicanal, cross-canal et omnicanal rentrent en ligne de compte puisque dans les canaux de distribution directs ou indirects, on va trouver des points de vente physiques comme des points de vente virtuels. Et je vous rappelle que l'omnicanal consiste à avoir la même fluidité et la même qualité d'expérience quel que soit le support, alors que le multicanal, ils font séparer, ne communiquent pas forcément, ce qui peut générer aujourd'hui des frustrations
importante de la part des consommateurs. Voilà, on se retrouve tout de suite en activité.